Et ensemble, si vous le voulez bien, nous allons recevoir, c'est devenu une amie à force de se parler au téléphone régulièrement, Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri. Bonjour Elsa et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Mais tu es à la maison ici, tu le sais, Elsa. Ouais, je préfère venir avec Salah. C'est ce qui s'était passé la dernière fois, d'ailleurs. Ouais. La dernière fois que tu étais venu dans ce studio, c'était avec Salah. Il y a longtemps, mais c'était avec Salah. Et depuis, on s'est reparlé au téléphone. Alors évidemment, Salah Hamouri, ton mari, est donc de nouveau incarcéré depuis le mois de mars dernier, sans aucune raison. Rappelle-nous comment ça s'est passé le soir du 7 mars, c'est ça? Le matin du 7 mars, pardon. Au petit matin, du coup, moi j'habite pas avec Salah parce que je suis interdite de séjour à Jérusalem. Donc il habite chez nous à Jérusalem. Et dans la nuit, il y a plusieurs véhicules de l'armée qui ont fait irruption donc dans notre quartier et qui sont venus l'arrêter. Voilà, au début, bien sûr, on n'avait pas trop de nouvelles pendant quelques heures. Et puis après, on a réussi à le géolocaliser, on va dire. Et puis 3 jours après, le tribunal l'a placé en détention administrative, c'est-à-dire sans charge ni jugement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe dans la plus belle démocratie du monde, paraît-il. Ou du Moyen-Orient, plutôt. Oui, c'est la détention administrative, c'est vraiment utilisé à grande échelle. Ouais. Parce que du coup, alors au début, il était condamné à 3 mois, puis au bout de 3 mois, ça a été prolongé de 3 mois et encore une autre fois. Et la prochaine échéance, ce sera dimanche. Voilà. Ouais. Donc, mais tout est possible. On ne sait pas du coup si, dans toutes les démocraties, effectivement, quand on vous dit votre peine s'arrête dimanche 4 décembre, ça veut dire que vous retrouvez la liberté dimanche 4 décembre. Pour Salah, rien n'est moins sûr pour le moment. Je rappelle que Salah Hamouri est franco-palestinien. Voilà. Et que, est-ce que les autorités françaises t'ont contacté? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que tu peux nous en dire des choses? Peut-être que tu peux pas tout nous dire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des choses de fait de la part des autorités françaises? Oui, alors oui. Dès qu'il a été arrêté, nous on les a contactés. Sur place, il y a la protection consulaire qui est assurée, c'est-à-dire des visites des consuls qui vont le visiter régulièrement. Ça, c'est une première chose. Et à Paris, donc nous, on est en contact avec le ministère des Affaires étrangères. Et donc, eux nous assurent à l'heure actuelle que leur position, c'est la même que la nôtre, c'est-à-dire de demander la libération de Salah, de demander à ce qu'il ait le droit de vivre à Jérusalem, puisqu'il est actuellement sous la menace d'une révocation de son titre de résident. Je rappelle qu'il est avocat. Hein. Oui, il est avocat. Il défend les prisonniers politiques. Donc actuellement, il est lui-même prisonnier politique. Et enfin, dans ce que demande la diplomatie française, il y a également le fait que moi-même et nos enfants, nous puissions aller vivre avec Salah. Donc en fait, la diplomatie française actuellement, elle demande tout ce que nous, on demande. Donc c'est super. Ils nous ont dit que à tous les niveaux de la diplomatie, c'était traité, y compris le président Emmanuel Macron a évoqué le cas à plusieurs reprises, apparemment, avec l'ancien Premier ministre israélien. Ouais. Mais là, on est à presque 9 mois de détention sans motif et Salah est toujours pas libre. Et la diplomatie française n'a même pas obtenu le fait qu'on ait le droit à un appel téléphonique, par exemple, puisque moi, je suis interdite d'y aller. Donc ça veut dire que vous n'avez pas parlé, tu n'as pas parlé à ton mari depuis qu'il est incarcéré? Voilà, c'est ça. Vous arrivez à communiquer quand même, parce qu'on sait que les courriers aussi sont interceptés? Les courriers n'ont pas été distribués, donc nous, on communique par les avocats ou par le biais de... Il a le droit à une visite familiale par mois. Donc elle a eu lieu hier, c'est sa maman qui lui a rendu visite. Donc voilà, nous, on communique. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Alors, au mois de septembre, il avait mené une grève de la faim avec 29 autres détenus. Oui. Il avait perdu 14 kilos. Donc là, elle m'a dit qu'elle l'a trouvé en meilleure forme que la fois précédente, qu'il avait repris du poids, que voilà, il pouvait un peu plus, mieux se déplacer, etc. Maintenant, moralement, c'est difficile parce que maintenant quelques jours, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas s'il va être libéré, s'il va rester en détention ou s'il va être expulsé vers la France. Donc là, il attend, et nous aussi, on attend avec impatience dimanche. Comment tu fais pour tenir, Elsa? Toi, on sait qu'évidemment, Salah a un courage extraordinaire et que c'est pas la première fois. J'ai envie de dire que d'ailleurs, la Coupe du Monde lui porte malheur, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il se retrouve en
en détention. C'est vrai. Ouais. Déjà en 2018, c'était le cas. Mais toi, en tant que femme, avec des enfants, puisque je rappelle que vous avez 2 enfants, c'est compliqué, non? D'expliquer à son enfant que son père est en prison. Comment on leur dit, comment on leur explique? C'est compliqué et pas compliqué en fait, parce que dans la mesure où Salah, si aujourd'hui il est en prison, c'est, on va dire, pour des bonnes raisons. C'est juste parce que il dénonce les pratiques de l'occupant. C'est juste parce qu'il défend les prisonniers politiques palestiniens. Donc mon fils et ma fille n'ont pas de quoi avoir honte de leur père. Au contraire, moi je les élève de façon à ce qu'ils en soient fiers. Alors après c'est difficile parce qu'il nous manque. Il faut imaginer que là, avant la détention, Salah il avait des restrictions de mouvement. Donc nous on l'a pas vu depuis mai 2021. Donc ma fille, elle avait 11 jours quand il est parti et elle a 18 mois. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a jamais revu, son père, depuis qu'elle était tout bébé. Et notre fils, lui qui est plus âgé, lui par contre à l'inverse, il avait l'habitude de voir régulièrement son père et il a aussi un vrai manque. Donc c'est difficile, mais on tient parce que déjà, comme tu dis, lui, il est très fort et on puise aussi notre courage dans sa force, mais aussi parce que son combat est noble, son combat est juste, et ce qui est injuste, c'est ce qui lui arrive et ce qui arrive aux prisonniers politiques palestiniens. D'ailleurs, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui. Oui. Le 29 novembre. Sachez le Nadia Chérif, Elsa Lefort est là, épouse courageuse comme son mari, ici avec nous. Je suis heureuse de la rencontrer et de la voir, et justement je lui manifeste mon admiration, et en tant que femme d'un mari qui subit ce qu'il a subi actuellement, et puis aussi gérer les enfants, le quotidien, parce qu'il y a le quotidien aussi à gérer autour. Mais comme vous dites, c'est une action noble, mais il faut la signaler comme vous le faites ici. Mais jusqu'à quand? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il se fait arrêter. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type de situation dans ce pays. Moi, je n'ai rien contre Israël. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, on parle de démocratie, mais il y a des actions telles que celle-ci qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Et là, ce n'est pas normal. Mais des Salah, il y en a plein, hein, oui, malheureusement. Il y en a plein. Malheureusement. Oui. On n'en parle pas, mais il y en a plein. Elsa, Oui. tu me le confirmes, il y en a plein des Salah Hamouri. Oui, dans les geôles israéliennes. Oui, ils sont plus de 900 en détention administrative, donc sans charge ni jugement, mais ils sont plus de 4000 en prisonniers politiques. Et dans la société palestinienne, la détention, c'est vraiment quelque chose qui est central dans toutes les familles. Il y a des prisonniers, des anciens prisonniers, des futurs prisonniers, et puis il n'y a pas d'âge. Il y a des gamins qui sont mis en détention, et ça a notamment des grosses répercussions sur eux, sur leur scolarité, parce qu'ils sont interdits d'étudier. Il y a des enfants qui sont placés à l'isolement et qui développent aussi des troubles psy. Voilà, enfin, il y a des hommes, des femmes, des parlementaires. Voilà, c'est vraiment un outil qui est utilisé pour sanctionner toute la société palestinienne. Et effectivement, des Salah, il faut l'imaginer étant un parmi des milliers, malheureusement. Ouais. Farid Tamsamani, oui. Quand on écoute Elsa Lefort, la diplomatie française, en fait, on le dit régulièrement ici, mais elle ne pèse plus rien, quoi. Oh, je dirais pas ça. Quel est son poids alors réel aujourd'hui? Son poids sur la planète ou en Israël? En Israël particulièrement, là. En Israël, cette affaire-là. Non, parce que en Israël, je pense qu'il n'y a aucune diplomatie qui compte, tout simplement, que ce soit française ou pas française. La réalité, elle est celle-ci. Après, on a dit, enfin, si j'ai bien entendu, en fait, il y a quand même une intervention des services consulaires au minimum, en tout cas auprès de... C'est un minimum. Ouais, c'est le minimum, mais dans tous les pays, tous les pays ne l'ont pas, hein, voilà, ouais, apparemment. Ouais. Et puis, je crois qu'enfin, l'ambassadeur, enfin, la difficulté, c'est que la France est à mauvaise presse en Israël. Je parle des services consulaires et de l'ambassadeur en personne. Donc du coup, c'est pas nouveau. Maintenant, il faut maintenir une pression. Il y a des négociations en dehors du cas présent, des négociations globales sur d'autres sujets, et ça peut rentrer en ligne de compte pour essayer de faire sortir Salah Hamouri. La difficulté, si je dis pas de bêtises, c'est une détention administrative. Et donc du coup, qui dit détention administrative, surtout dans un pays comme Israël, c'est sans limite en fait.
C'est ça, c'est sans limite, sans charge, en plus, faut le dire et rappeler, Elsa, que reproche-t-on à Salah? On le sait pas. Non, et puis la dernière fois, en 2017-2018... Comment ça, si non, si tu le si. sais, toi, dis-nous. Elle le dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est son action. Oui, mais c'est pas dit clairement. C'est pas mentionné. En fait, c'est pas mentionné. Les détenus administratifs, c'est l'équivalent d'une garde à vue, sauf qu'elle dure 6 mois ou 3 mois. C'est la police militaire, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Donc il considère, attention, je dis bien il considère que c'est une menace pour eux. Donc, quand on dit on ne sait pas de quoi il est accusé, malheureusement, eux, ils l'expriment comme ça. Pas publiquement, probablement, mais on va pas se mentir. Ça, c'est leur vision des choses. Oui, mais dans une démocratie, vous avez des charges, vous avez un dossier. Là, en l'occurrence, le dossier, tout est classé secret. Donc, ni Salah, ni ses avocats, ni la diplomatie française, ni personne. C'est pour ça que c'est mené par la police militaire et que c'est une détention administrative. Elle est là, la difficulté. Et ils l'ont parfaitement compris. Il n'est pas accusé de quelque chose de pénalement répréhensible ou civilement répréhensible. Il est accusé, c'est par la police militaire. Et ça, effectivement, c'est délicat. Raison de plus pour que la France exige sa libération, puisqu'il n'est pas inculpé. Ouais. Complètement. Et Jimmy? Oui, alors 3 choses. Je reviendrai sur 3 choses. Sur la diplomatie en elle-même, évidemment, il faut qu'Elsa elle a raison de tirer d'utiliser tous les leviers qui se présentent à elle. Malheureusement, je dirais, pour être rationnel, il y a ce que présente la diplomatie et ce qu'elle fait effectivement lorsque cette... vous savez, c'est comme une vitrine en fait. Je pense surtout, et ça c'est le deuxième point, face à cet élément, face à ce calvaire enfin, que vit son mari, et je suis encore une fois, je suis assez admiratif d'Elsa, je pense qu'on ne devrait pas compter sur la diplomatie française en fait. On devrait construire une solidarité, c'est une solidarité qu'on devrait tous construire pour aider son mari, parce que c'est important, parce que ce qui se passe... Comment tu veux l'aider puisque attendez, on arrive à ce qu'on s'interconnecte tous avec les réseaux sociaux, etc. pour des futilités, pour une Coupe du Monde, et on ne serait pas capable de s'organiser pour aider un homme en train d'être jugé par une autorité qui est, utilisons... Oui, mais comment tu fais avec une autorité qui n'en a rien à faire de tout le monde? Tu l'articules comment? Moi, j'entends ce que tu dis. Et ça a du sens, mais tu l'articules comment pour qu'il y ait une réelle action et derrière ce soit quelque chose qui puisse être comme on fait d'habitude, il faut qu'il y ait... Déjà, il faut en parler, il a raison, Jimmy. D'abord, il faut en parler, discuter, débattre, créer des comités de défense. Il faut créer des manifs. Alors, on va en manif pour défendre des fois des futilités pour avoir... je sais pas, des belles voix, puis on serait pas capable de faire des manifs pour aider un camarade qui est littéralement matraqué par une autorité. Encore une fois, c'est le 3e point sur lequel je veux revenir. Appelons un chat un chat. Israël n'est pas une démocratie. Le gouvernement israélien a un projet de domination, de colonisation, on le sait, en Palestine. Moi, j'ai pas peur d'utiliser certains termes. C'est un gouvernement impérialo-sioniste. Et à partir du moment où vous êtes un obstacle politique, que ce soit au niveau individuel, au niveau du militantisme individuel ou collectivement ou individuellement, à partir du moment où vous mettez en exergue vos convictions anticolonialistes, démocratiques, et qui se rendent vers la paix en Palestine, parce que les Palestiniens, ça fait des décennies qu'ils sont matraqués, théorisés par l'impérialo-sionisme. À partir de ce moment-là, le gouvernement israélien n'hésite pas à faire des descentes, ils oppriment, ils enferment, et face à ça, on ne peut pas rester passif. C'est ce que je dis. Après, concrètement, encore une fois, on fait des manifs pour des futilités en France. Donc, on peut faire des manifs un camarade qui est enfermé. Demandons à Elsa qu'est-ce qu'il en est de la solidarité, justement, avec Salah Hamouri, Elsa. Comment tu la qualifies? Est-ce qu'elle s'est un petit peu éteinte ces derniers mois? Est-ce que finalement, pardonne-moi ce terme, mais est-ce que les gens se sont habitués à l'horreur, à l'injustice? Je dirais pas ça parce que... Pas toi, mais évidemment les gens. Solidarité. Mais même la solidarité, je trouve qu'au contraire, elle grandit, elle se diversifie.
faut imaginer que la première fois qu'on a entendu parler de Salah quand il était en prison, il a été emprisonné en 2005. Donc à l'époque, on avait fait un comité de soutien et c'était vraiment quasiment que des militants, notamment engagés auprès du peuple palestinien. C'était vraiment, on va dire, restreint dans le champ d'action. Maintenant, ça s'est élargi. Il y a des syndicats, des partis politiques, des ONG, des parlementaires, des villes. Salah, il a été fait citoyen d'honneur de plusieurs villes. Oui, côté de Ivry notamment. Ivry, Stein, Gennevilliers, je vais en oublier si je me lance dans la liste, en fait, moi je suis un peu en désaccord avec Jimmy sur le fait que, alors oui, créer de la solidarité, ça c'est important. C'est ce qu'on s'attelle à faire. Maintenant, cette solidarité, il faut bien qu'elle s'adresse à quelqu'un. Et en l'occurrence, pour moi, la diplomatie française, elle a une responsabilité envers ce citoyen. Elle ne peut pas l'abandonner. Alors, on pense qu'on veut de la diplomatie française et on a ou pas des espoirs qu'elle agisse. Mais en l'occurrence, il y a une responsabilité. Partout dans le monde, la diplomatie française se mobilise quand il y a des Français qui sont détenus, y compris quand ils sont inculpés, y compris pour des trucs plus ou moins louches. Mais là, on ne peut pas les laisser ne pas agir. Et je pense que c'est effectivement la mobilisation citoyenne, populaire, qui a permis que la diplomatie française, elle s'est pas faite toute seule avec cette idée, ces revendications de dire on veut que Salah soit libéré. Si on n'était pas allé les trouver, bon, Salah, il resterait le dossier caché sous le tapis du Quai d'Orsay. Mais au contraire, je pense que ça a aidé à changer les lignes, parce que ils se sont dit on ne peut pas ne rien faire. Maintenant, le problème, c'est que ça manque d'intensité. Comment est-ce que... Moi, je ne sais pas. En fait, quand je vous dis la diplomatie française que je vous ai décrit, j'en sais pas plus, en fait. Je ne sais pas comment est-ce que c'est fait. Est-ce qu'il y a des pressions? Ça, j'en ai aucune idée. Et c'est ça qui manque. Quand ça fait 9 mois que vous demandez à ce qu'un citoyen français soit libéré et que, au fil des mois, la situation, elle s'est aggravée. Salah, il a été transféré dans une prison de haute sécurité. Il est où actuellement, là, Elsa? Il est dans la prison d'Adarim de haute sécurité. Et quand il a fait la grève de la faim, ils l'ont mis à l'isolement pendant 17 jours, tout seul dans une cellule. Il avait pas le droit de sortir. Il avait juste le droit d'aller prendre des douches. Il les prenait menottés. Il n'avait pas le droit à rien, ni photo, ni livre, rien du tout, quoi. Donc, au fil des mois, sa situation, elle s'est empirée. Donc, le vrai problème, c'est... qu'est-ce que fait concrètement, quels moyens sont concrètement mis par la diplomatie française pour obtenir ça? Parce que pour moi, la solution, il n'y a pas de justice. Moi, je pense pas qu'on peut trouver de la justice dans les tribunaux militaires. Ça, c'est impossible. Pour moi, la détention de Salah, elle est politique. Donc, face à ça, il faut apporter une réponse politique. Ouais. Et la France est censée... peser dans le game un peu, censé, mais il faut qu'elle le veuille. Parce que si la France veut avoir un rôle à jouer au plan international et en particulier au Proche-Orient, il faut que déjà qu'elle commence à résoudre le problème de son citoyen incarcéré sans motif. Si elle ne résout pas ce problème-là, comment elle peut prétendre avoir un rôle dans la région ou ailleurs, plus largement? Là, on parle vraiment de juste résoudre la situation d'un Français détenu sans charge et dont la vie, depuis 20 ans, est complètement on cherche à le faire craquer, en fait. Oui, le but, psychologiquement. Le but, ils lui ont dit clairement. D'ailleurs, quand il était en grève de la faim, ils lui ont redit. Et ils lui ont dit, allez, si tu acceptes d'être expulsé en France, on te libère tout de suite. Ouais. C'est le but, de le contraindre à l'exil. Et ça fait partie, il n'y a pas que Salah qui est visé, ça fait partie d'une politique globale. Salah, il est palestinien de Jérusalem. Il y a un véritable enjeu de démographie, de poids démographique à Jérusalem. Et tous les Palestiniens risquent d'être expulsés parce que il faut que Israël veut gagner la balance démographique dans cette ville. Donc c'est clair et net. Salah, ils veulent qu'il s'en aille et ils lui
ont dit, ils lui ont redit. Donc, Ouais, alors le but, on l'a bien compris. Elsa, on va aussi, parce que c'est un peu la raison de ta venue, parler de cette fédération qui va te remettre un prix que tu vas, c'est à toi qu'on va le remettre, puisque Salah n'est pas là, évidemment, pour l'accepter. C'est quoi ce prix ? Alors c'est le prix de la Fondation A4, le prix des défenseurs des droits humains, qui va être remis effectivement jeudi soir. En mon nom, enfin qui va m'être remis et donc il est remis à Salah pour soutenir son combat en tant que défenseur des droits humains actuellement empêché d'exercer, actuellement incarcéré. Et plus largement, c'est un prix qui se veut, si je ne m'abuse, reconnaître aussi le travail effectué par tous les défenseurs des droits humains entravés, palestiniens qui sont entravés dans leur travail actuellement. D'accord, donc ça se passe jeudi soir, hein, c'est ce 1er décembre, ce prix qui va être remis. Quel symbole il a pour toi ? Pour nous, c'est important. C'est ton portable qui sonne, là, Elsa ? Non. Non, j'allais dire c'est l'Élysée qui t'appelle, peut-être. Non. Voilà. Oui. Très bien, pardon, Elsa. Donc, je te disais, quel symbole il a, ce prix ? Pour nous, c'est important parce que, comme on le disait, ça fait des mois, même des années, qu'on clame qu'il y a une injustice envers Salah, qu'il est harcelé politiquement, que c'est vraiment un harcèlement d'État. Et la diplomatie française, elle est timide. Et si on restait juste face à ça, on finirait par baisser les bras, par se dire bon, ok, le combat il est ingagnable, on est seul face à un État, et quel État. Et quand on a des fondations comme la Fondation A4 qui reconnaissent le travail et l'engagement de Salah, effectivement, on les salue. Pour nous, ça nous conforte dans l'idée que déjà, il n'est pas seul et que son travail et le chemin qu'il mène pour dénoncer les crimes de l'occupation, il pourra le continuer malgré la répression parce qu'on est soutenu en France et aussi au-delà des frontières. Et si Salah avait été ukrainien, le problème aurait vite réglé, hein, Elsa. Disons que la diplomatie française, elle peut pas tracer une ligne je suis d'accord avec toi, hein, elle peut pas tracer une ligne de démarcation entre les citoyens. Si elle a aidé des citoyens sous prétexte qu'ils étaient journalistes, elle a tout fait pour les délivrer. Il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour Salah aussi. Sinon, si elle trace des lignes de démarcation entre les citoyens, et c'est pas admissible pour des entités qui se disent pour une diplomatie, en fait. Moi, j'ai cru comprendre que les relations franco-israéliennes n'étaient pas au beau fixe non plus. Je ne sais pas, peut-être en tout cas. La question, elle est toute simple, et Jimmy en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Les auditeurs qui nous écoutent, qui peut-être, j'espère, n'ont pas appris cette histoire, parce que j'espère qu'ils en ont entendu parler, de Salah Hamouri, donc en prison, on le rappelle, de manière arbitraire, sans aucune charge retenue contre lui, officiellement, hein, bien que Farid nous disait effectivement on sait ce qu'on lui reproche, oui, mais voilà, c'est pas inscrit, c'est pas indiqué. Pour le coup, Elsa, qu'as-tu à répondre aux auditrices et auditeurs qui te disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Salah Hamouri ? De quelle manière peut-on l'aider ? Peut-on vous aider ? Parce que voilà, c'est votre famille. Il y a plein de manières en fonction de qui on est, qui on connaît pas. Déjà, effectivement, en parler, c'est important. Alors, on n'a pas tous une émission de radio à laquelle on peut participer, mais on peut tous avoir des réseaux sociaux. Donc, effectivement, en parler sur les réseaux sociaux. Nous, le comité de soutien à Salah, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est Liberté pour Salah Hamouri ou Libérer Salah, Libérer EZ Salah. Donc déjà, relayer tout ce qui peut être fait. Régulièrement, nous, dans nos postes, on appelle à interpeller les autorités françaises parce qu'il ne faut pas sous-estimer le poids que... on parlait tout à l'heure de manifestations, mais la mobilisation en ligne, elle est aussi importante. Et en tout cas, elle est entendue par la diplomatie française parce que voilà, ils m'en parlent souvent de ce qui peut être fait sur Twitter notamment, mais ils ont reçu aussi des centaines de lettres, des emails, etc. Interpeller son député aussi ? Effectivement, on peut interpeller son député. Il y a déjà pas mal de députés qui se sont positionnés, mais... pas Meyer Habib, hein, visiblement.
Voilà, effectivement, il y en a et puis les 89 autres, on n'a pas non plus envie du tout qu'ils se saisissent de ce dossier. Mais effectivement, interpeller son député pour que lui-même interpelle la diplomatie française. Dans des villes, je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui ont fait Salah citoyen d'honneur. Il y a d'autres villes qui ont voté des vœux en conseil municipal pour soutenir Salah. Tout ça, en tant que citoyen, on peut aussi aller voir son maire ou son élu à la vie internationale ou que sais-je, pour lui dire, voilà, nous, c'est un combat qu'on voudrait mettre en lumière et qui nous semble intéressant à porter. Voilà, effectivement, il y a pas mal de choses. Après, pour les artistes, si on connaît des journalistes, si on connaît pas mal de... Il y a pas mal de... En fait, chacun peut agir à son sa niveau. Manière. Voilà. Dans un instant, je te poserai une question clairement, mon Farid. Oui. Pourquoi toutes des communes qui ont fait Salah citoyen d'honneur ont un point commun? Oui, elles ont un point commun. Lequel, tu le sais? J'ose imaginer. Oui, voilà. Comment on explique ça? Alors, je peux l'expliquer sans que ça soit interprété Tu de sais manière personnelle. On va mettre un peu de pub, comme ça tu as le temps d'y réfléchir. Non, j'ai la réponse. J'ai pas envie que tu aies d'ennui, tu vois, mon Farid. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il faut toujours faire la pédagogie en amont avant que ça soit mal interprété. Voilà, je te propose de faire une petite pub. Elsa, tu restes encore un petit peu avec nous? Oui, bien ouais, sûr. t'es bien ici, t'es à la maison, tout ça. Oui. Et je te dis, je prends les auditeurs à témoin, la prochaine fois que tu viens, c'est avec Salah. Avec plaisir. J'imagine. J'espère bien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec mes amis Farid Tamsamani, Nadia Sherif, avec Jimmy Dalidou. Et évidemment, Elsa Lefort qui est avec nous, invitée, épouse de Salah Hamouri. Évidemment, toujours incarcérée de manière arbitraire et sans charge, sans aucune raison contre lui. Elsa est avec nous, bien sûr, pour nous parler aussi de ce prix qui va lui être remis et que Elsa va récupérer donc jeudi soir par la fondation qui s'appelle ACAT, d'accord. Donc prix, citoyen des droits humains. Oui. C'est ça. Alors, je posais la question à Farid Tamsamani juste avant la pause. Pourquoi? Et pourquoi tu l'as posé à moi là? J'en sais rien, je sais pas. Bizarrement. Bizarrement, ouais, je sais pas. Après, peut-être que les camarades ont une idée aussi, mais pourquoi Sur le plateau alors. S'il te plaît, Farid, pourquoi les municipalités qui ont fait Salah Hamouri citoyen d'honneur, on va le dire clairement, sont toutes communistes? Pour beaucoup en tout cas. Presque. En tout cas d'extrême gauche. C'est la gauche quoi en général. La plupart. On connaît pas de mairie de droite qui a fait Salah Hamouri citoyen d'honneur. Non. Pas à ma connaissance. Non, voilà, merci Elsa. Pas à ma connaissance. Voilà. Pour une raison très simple. Pourquoi? Selon moi. Et encore une fois, je tiens par avance à m'excuser parce que ça n'est pas personnel, ça n'est pas concernant le cas en l'occurrence. C'est que je pense qu'il y a une partie des politiques, en tout cas d'extrême gauche, qui font ce qu'on appelle du clientélisme sur un certain nombre de sujets. Et le sujet global lié à la Palestine est un sujet qui marque beaucoup et qui permet d'obtenir clairement un certain nombre de voix dans un certain nombre de communes. Néanmoins, si j'avais un conseil à donner en dehors de ces communes-là, effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de communes qui ne sont pas de cette étiquette politique et qu'il faudrait peut-être aller voir. Et le deuxième conseil que je donne d'un point de vue diplomatique, parce que la diplomatie ne se fait pas dans les municipalités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça à travers ces municipalités-là. Je dis que ça n'a aucun impact sur la politique du Quai d'Orsay. Ça, je vous le garantis. Je peux vous vendre des formations si vous voulez, ou tout ce que vous voulez, comment changer la politique, ou en tout cas la vision d'un État sur sa politique diplomatique. C'est surtout pas en passant par les collectivités. Il faut le faire quand on n'a pas d'autres leviers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est surtout pas comme ça. Vous avez aujourd'hui même des groupes à l'Assemblée qui sont absolument pas du tout influents dans quoi que ce soit vis-à-vis de la politique diplomatique. Ça nécessite... Il y a un élément sur lequel, effectivement, les gens peuvent jouer, c'est la masse des gens. La masse des gens, et ça, effectivement, ça a un impact. Le jour où demain, vous avez... Tout à l'heure, quelqu'un parlait de manifestation, je crois que c'était Jimmy. Voilà, le jour où tous les jours, tous les matins, vous allez avoir tant de personnes qui manifestent auprès de l'Élysée, je peux vous dire que petit à petit, les choses, elles évoluent. Ouais. En l'occurrence, dans ce conflit-là, parce qu'en vérité, en dehors de Salah Hamouri, c'est la politique de l'État français vis-à-vis d'Israël qui est en jeu, en réalité. Et celle-ci, vous avez des lobbying qui sont puissants. Dans les deux camps. La difficulté, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, pour l'instant. Et donc, du coup, ça a un impact. Alors, est-ce que ces municipalités-là font plus que ça?
derrière. Une fois qu'ils ont célébré, enfin, c'est pas célébré, pardon, c'est pas le bon mot, mais une fois qu'ils ont décerné ce titre à Salah Hamouri, est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Je suis pas certain. Soit par naïveté, soit par non-volonté aussi. Parce qu'il y a aussi de l'hypocrisie de la part de ces communes-là, de dire, voilà, on fait ça pour l'affichage, mais quand on va un peu plus loin, en réalité, ça nous intéresse moins. Je ne veux pas préciser le type de commune pour pas froisser individuellement les gens, mais en fait, il y a aussi de cela. Donc, pour revenir à ta question purement et simplement, Christophe, pourquoi ce sont essentiellement des communes de ce bord politique et pas du reste, pas forcément de droite, même des communes de gauche, on va dire républicaine, classiques, elles le font pas forcément parce que en fait il y a un impact qui est lourd vis-à-vis du lobbying qui existe dans la société française pour l'État d'Israël, il faut l'avouer également. Je rappelle qu'on a un député français où on s'interroge parfois s'il est député français ou député... Non, on s'interroge plus, ça y est, on a trouvé la réponse. Si, on s'interroge, enfin, si tu es obligé de t'interroger parce qu'officiellement... Même les collègues députés le savent. Oui, mais c'est hallucinant quand même. Donc, pour vous dire jusqu'où ça peut aller, le lobbying. Et le lobbying, moi, je le dis très souvent, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est des techniques qu'il faut savoir utiliser aussi pour soi, quand on défend une cause, ou en l'occurrence, et ne pas uniquement... Et là, alors, je vais peut-être laisser répondre Elsa, qui a peut-être... voilà. Mais du coup, j'avais une question, toutes ces villes qui ne font pas Salah citoyen d'honneur en raison d'un lobby qui serait fort, c'est aussi une des raisons. C'est aussi du clientélisme, du coup. Probablement. Ça dépend. Parce que, à l'inverse, moi, je suis vraiment pas d'accord sur l'histoire de clientélisme, parce qu'en l'occurrence, et si là je pense par exemple à Azin Taibi à Stein, le fait de s'engager pour la Palestine lui a plus coûté. Pas électoralement en tout cas. Pas électoralement, mais à mon avis, c'est pas sur ça que les gens les lisent pas pour ça. Je pense qu'ils les lisent aussi pour tout ce qu'il fait pour les Stanoises et les Stanois. Mais bon, après, je suis pas une spécialiste de la politique. Bien sûr, c'est global. Mais il faut pas minorer cet élément-là dans une partie de la population. Et là où bien sûr qu'il y a des gens à qui ça va parler. Et moi la première, en fait, les prises de position, mais sur d'autres sujets. Il n'y a pas que sur la Palestine. Exactement. On a tous des points d'accroche de pourquoi est-ce qu'on va voter pour telle ou telle personne. Et il y a aussi des points de non-retour, des prises de position de certains élus ou de certains politiques qui font que moi, je ne voterai jamais pour telle ou telle personne parce que sur tel point... Ça s'appelle le self-intérêt. D'accord, c'est là où on considère que nos priorités sont celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et effectivement, là où je minore malheureusement votre propos, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des communes, par exemple... Du verbe minorer, c'est ça? Comment? Du verbe minorer? Ouais, non, ce que je veux dire par là, c'est que qui électoralement aurait un intérêt, par exemple, à faire la même chose, et qu'ils ne le font pas. Oui. Jimmy, pourquoi tu n'es pas d'accord? Alors, deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi, Farid. La première chose, c'est que je ne sais pas ce que... Ce n'est pas la première fois où alors d'abord, communiste, je ne sais pas ce que vous appelez... Alors, encore une fois, c'est sur le cadre général, c'est pas... Il y a communistes et communistes, parce que si tu me parles du PCF, ils sont pas communistes depuis belle lurette, ça fait belle lurette qu'ils ont basculé dans la social-démocratie et qui sont beaucoup plus à droite que ça. Ou alors ils sont restés communistes et les autres ont basculé. Je vous rappellerai Moi je pense que c'est plutôt ça. Je vous rappellerai que le PCF, depuis que la ligne véritablement communiste a été finalisée, la destruction de la ligne communiste a été finalisée par Georges Marchais, et ça avait été commencé bien avant. Robert Hue, il a juste finalisé 2-3 éléments, mais ça fait belle lurette que le PCF n'est plus communiste. Bref, ça déjà je suis pas d'accord. Donc tu disais extrême gauche. La véritable extrême gauche, tu les vois même pas dans les médias. La véritable extrême gauche, c'est ceux justement qui sont dans le manif, qui se lèvent tous les matins à 4h du mat, sans médias, sans personne autour d'eux, et qui distribuent des tracts. Elle est là, l'extrême gauche. Et la deuxième chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est que tu disais que tu traces une ligne de démarcation entre le territorial et le national. Non, je crois qu'effectivement, je pense qu'il faut mettre, tu me parlais de la masse, effectivement, lorsque la masse en mouvement, en tout cas une fraction de la masse se met en mouvement pour défendre une conviction, ça passe d'abord par les collectivités territoriales. On est tous interconnectés maintenant. Alors ça ne veut pas dire d'être subordonné au conseil municipal, à la mairie, et tout se passe dans les comités de quartier, par exemple. Et si tu mets le paquet sur des comités de quartier, des comités de défense qui s'organisent au niveau des quartiers, au niveau des collectivités territoriales, indépendamment des entités représentant l'État dans ces zones, alors tout le monde à un moment s'interconnecte, s'organise, et on peut réussir à faire quelque chose. J'aimerais beaucoup te croire. Tu ne te souviens pas des Gilets jaunes? Non.
Comment? Les gilets jaunes, au départ, c'était pas du national, les gilets jaunes. Quel est l'impact? C'est parti dans les quartiers. C'est pas d'une manière les quartiers populaires. C'est parti d'une manière fractionnée, disséminée, et ça c'est à un moment tout le monde a convergé. C'est comme ça que ça part. Alors l'impact après. L'impact. Parce que l'impact, ça dépend du rapport de force. Si tu prends exactement. Après, il faut créer le rapport de force. Si tu prends exactement mon propos, le rapport de force. Si tu prends exactement mon propos, j'ai dit que le fait que des communes s'emparer du sujet n'avait aucun impact sur la politique diplomatique de l'État français. Et je vais même aller plus loin. Des députés de la nation française qui siègent à l'Assemblée... Si la population se met en mouvement au niveau des tu parles de la population ou des mairies? Non, mais je parle de... pas pareil. C'est un tout, en fait. Ça peut partir... indépendamment de la position... Moi, je crois davantage aux populations qu'à la mairie, par exemple. Oui, mais la mairie est le relais d'une population. Et en fait, moi, je pense que tous ces éléments, que ce soit effectivement des groupes de citoyens, une mairie, parce que vous dites vous n'êtes pas allé chercher les autres, mais en fait moi je vais chercher personne. En l'occurrence c'est Mirella d'elle-même. Je sais pas si, pardonnez-moi. Non mais d'elle-même elles ont voulu se positionner et affirmer le soutien à Salah Hamouri, et en général, alors c'est pas vrai ça s'arrête là, non. En dehors de ça, en général, ils écrivent aussi au MAE, enfin à la ministre des Affaires étrangères, ils écrivent aussi à Emmanuel Macron. Ils font à leur échelle. Après, moi, je pense que leur action permet et a permis la mobilisation aussi des parlementaires. Il y a énormément de parlementaires qui soutiennent Salah, aussi bien à l'Assemblée et au Sénat. Et tout ça permet d'avoir un impact sur le fait que c'est pas juste une bande d'illuminés qui sont mobilisés autour de Salah, mais aussi des élus locaux, aussi des parlementaires, aussi le syndicat des avocats de France a voté une motion lors de son dernier congrès, des confrères de Salah qui disent en tant qu'avocat... Oui, c'est vrai, tiens, les confrères, ils se mobilisent. Le syndicat des avocats de France, effectivement, reconnaît le fait que Salah, il est harcelé en raison de son activité d'avocat et qu'il est actuellement entravé. Alors, il ne peut pas plaider. Même avant d'être en prison, il n'avait pas le droit d'accéder aux tribunaux. Enfin, voilà, son activité de défenseur des droits humains est entravée par l'occupation, et le syndicat des avocats de France, quand il se positionne, tout ça a en fait un impact sur la diplomatie. Manifestement pas assez. Pas assez, mais on revient de loin. Quand je parlais de 2005-2006, les premières fois où on a entendu parler de Salah, c'était vraiment confidentiel, comme je le disais. Donc, c'est long. Et en plus, je vous parle, moi, en tant que... pas juste que défenseuse des droits humains, mais aussi en tant que femme de la personne dont on parle. Je ne parle pas juste d'un dossier, où je parle aussi de mon mari, du père de mes enfants, que tous les jours, on aimerait avoir auprès de nous. C'est extrêmement long. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon propos. Oui, mais c'est long, mais moi, je constate que ça change. Bien distinguer les choses. Il y a la dernière, en 2005, du coup, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il n'a pas demandé au Premier ministre israélien de libérer Salah à l'époque. Pareil, ensuite. Chirac 2005. Ouais. Oui, pardon, Chirac. Mais après, c'était Sarkozy. Oui. Et il a été aussi incarcéré sous Hollande. Il n'y a pas que les Coupes du Monde qui rassemblent. Enfin, il n'y a pas que pendant les Coupes du Monde que Salah est en détention, mais à chaque président français. Et là, c'est la première fois qu'un président pousse le truc. En tout cas, c'est la première fois que sur le site de l'Élysée, il y a la mention de Salah Hamouri. Tu veux dire, Elsa, clairement qu'aujourd'hui, parmi les présidents qu'on a cités, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tu sens qu'il s'intéresse, tu sens qu'il essaye d'agir. Tu sens que c'est le président qui essaye le plus d'agir. C'est affiché, maintenant je suis pas naïve et je suis pas un relais de la politique présidentielle, mais en tout cas ils essayent d'agir. Maintenant, je suis persuadée que la liberté de Salah et sa liberté de vivre à Jérusalem, elle est vraiment dans les mains d'Emmanuel Macron, et qu'il faut qu'il passe un cran supérieur, parce que ça suffit pas. Et ça suffit pas. Je pense que la mobilisation qui grandit permet, et aussi le fait d'être soutenu par l'ACAT, la fondation ACAT qui remet ce prix à Salah. On est soutenu par d'autres ONG comme Amnesty International, la FIDH, la LDH,
et j'en passe, ça a un poids parce que c'est pas juste moi qui vous dis c'est injuste, mon mari, il faut le libérer, mais c'est des gens qui, toutes ces ONG se positionnent sur des cas en ayant bien étudié le dossier. C'est pas, moi, on va dire que ça peut être sentimental et que voilà, je suis aveuglée par l'amour, mais c'est vrai, regarde dans quel état je suis. Hein, imagine le bordel. Hein. Elsa, 2 choses pour terminer. De quelle manière on peut... Voilà, les réseaux sociaux, dis-nous tout. On veut savoir, là, les auditrices, auditeurs, la France veut savoir, Elsa. La France de la justice. Ben voilà, en interpellant au maximum. Mais du coup, essayons de mobiliser aussi... Mais on peut te suivre sur les réseaux, on suit quoi alors, pour avoir des nouvelles de Salah, par exemple. Par exemple, sur Twitter, il y a Libérer Salah, Libérer EZ Salah, ou moi, Elsa Lefort. Sur Facebook, c'est Liberté pour Salah Hamouri. Sur Insta, Libérer Salah EZ. Il y a le hashtag Libérer Salah EZ. Voilà, et... Tu utilises TikTok ? Non. Va falloir. Les lives TikTok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, il va t'initier là, Jimmy. Elsa, pour finir, cette interview est très intéressante, comme à chaque fois, et j'aimerais te revoir dans d'autres conditions. Notamment, je l'ai dit, la prochaine fois avec Salah, ici dans le studio. On prend rendez-vous, on prend acte. Est-ce qu'on peut assister à la remise du prix ou pas? C'est public, c'est privé, c'est comment? Ah, quoi? Tu sais pas? C'est sur invitation. Sur invitation, d'accord. Et comment on fait pour être invité? Parce que Farid, il m'a dit j'aimerais bien être invité. On va s'arranger. D'accord, très bien. C'est comme ça. Très bien. Il y a des chances, malheureusement. Oui. Écoute, Elsa, on te souhaite en tout cas. On rappelle, c'est dimanche. Hein, dimanche, une nouvelle audience qui est prévue. C'est même pas une audience en fait. Ah bon, c'est une rendue de décision. Voilà, c'est un papier en fait, une décision militaire qui est prise. Salah, il sera pas forcément présenté devant un tribunal. Ils vont peut-être juste, en fonction de ce que c'est, ils vont peut-être juste lui donner dans sa prison et ce sera envoyé aux avocats et on saura du coup est-ce qu'il faut qu'ils aillent à la prison pour l'accueillir ou est-ce que c'est reparti pour un tour quoi. On s'appelle lundi pour de bonnes nouvelles, Elsa. J'espère, oui. Non, on n'a plus le temps, Farid. Merci beaucoup, Elsa Lefort, en tout cas, d'être venue sur France Maghreb 2. C'est un grand plaisir, en tout cas, comme à chaque fois, et bon courage. Merci et pour gros bisous l'invitation. aux enfants, Elsa. Merci pour le soutien. Alors, on est toujours là.